Dans le cadre de votre formation de plongeur bio de niveau 2 de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, nous avons finalisé une présentation autour des tuniciers. Nous souhaitons que cette présentation, créée en 2021 au sein de la commission biologie et environnement du CODEP 25, vous apporte autant de plaisir que nous en avons eu à la faire. Ce travail illustré à propos des tuniciers n'est qu'un complément à votre formation. Il est à consulter selon votre envie et sans modération avant notre séance sur le sujet. N'hésitez pas à le voir et le revoir avec votre œil de plongeur, que ce soit bouteille ou apnée. Notez vos questions, utilisez l'arrêt sur image, souvent la barre d'espace. Au terme de cette présentation, vous aurez une proposition qui, nous l'espérons, retiendra toute votre attention. Bonne vidéo et à bientôt. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, tunicier ou urocordé, puisque c'est la même chose, que sont-ils? En fait, on devrait dire tunicata ou urocordata. Bon, l'ancienneté primant, le seul terme à retenir devrait être celui de tunicata, et plus communément, on utilisera simplement le terme de tunicier. Et comment vivent-ils? À l'inverse des végétaux, les animaux sont incapables de survivre avec un peu de lumière, un peu d'eau et quelques nutriments. Ils ne survivent qu'aux dépens d'autres organismes vivants ou morts. Un animal, quand il est fixé, a recours à la filtration pour se nourrir en retenant les particules ou les organismes vivants, les déchets contenus dans l'eau. Et c'est bien le cas des tuniciers. Je dis fixé car quelques espèces de tuniciers sont mobiles. Nous ne les verrons pas en détail ici. Vous êtes plongeuse ou plongeur et vous avez sans doute déjà vu et peut-être observé des espèces de ce groupe. 9 fois plus nombreux que les requins, ils fascinent franchement moins. Et pourtant, derrière moi, vous voyez défiler quelques-uns de ces étonnants animaux. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ces espèces existent partout. Des eaux glacées des pôles aux mers chaudes tropicales, des eaux saumâtres des lagunes, aux eaux limpides des paradis sous-marins, des zones portuaires, aux mangroves, etc., etc. On les trouve partout, mais également à toutes les profondeurs, que ce soit des zones battues des marais jusqu'au grand fond. Une des particularités aussi importantes de ce groupe est qu'il est uniquement marin. Donc pas en eau douce. Bien, mais qu'est-ce qui les caractérise? Nous allons évoquer ici essentiellement les acidies ou tuniciers fixés. Il existe 2 points communs à toutes les espèces de ce groupe. Le premier est d'ordre chimique. Une tunique entoure ces animaux, elle est composée de tunicine. C'est une substance proche de la cellulose, ce qui est un fait exceptionnel dans le règne animal. Le second, c'est l'existence d'une larve particulière, produit de la fécondation, dont la durée de vie est courte, extrêmement courte, et qui ressemble à un tétard. Cette larve a une queue qui disparaît rapidement au moment de la fixation. Cette queue, que l'on appelle aussi notocorde, a un axe rigide. Son existence, même si elle est brève, explique que les tuniciers soient inclus dans le groupe des cordés, avec les vertébrés, au sein de l'arbre de la filiation de la vie subaquatique. Alors, une larve avec une corde, une enveloppe de tunicine, et pourtant, ils ont des formes tellement différentes. Oui, c'est vrai qu'on est obligé d'aller plus loin. Une étude plus avancée de l'anatomie de ces animaux nous montre que des organismes similaires peuvent avoir des évolutions divergentes. Si comme plongeurs et plongeuses, nous voulons les identifier, nous allons nous heurter à plusieurs difficultés. Le plus souvent, à l'œil nu, je dirais que rien n'est réellement fiable, sauf quelques formes très faciles à reconnaître, comme l'acidie blanche ou l'acidie rouge. Et quelquefois, pourtant, il y a des accords. Bon, cependant, le plus souvent, la première question que nous devons nous poser, sommes-nous face à un tunicier? Nous allons étudier ensemble quelques repères fiables
pour ne pas prendre une éponge pour une acidie ou l'inverse, et d'admettre que la masse gélatineuse que nous montre notre binôme est probablement digne d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, mais alors comment faire en pratique? Tous ces animaux sont filtreurs. Donc il existe au moins une entrée et peut-être une sortie différente de l'entrée. Cette entrée musculeuse, siphon buccal ou inhalant, est innervée de même que le siphon anal ou exhalant. Si vous vous approchez lentement, vous verrez ces siphons ouverts. À l'inverse, tout mouvement rapide, un éclairage un peu violent ou la création d'un courant marin un peu rapide va entraîner la fermeture de ces siphons. Il n'est même pas rare d'observer avec les espèces coloniales certains siphons ouverts et d'autres fermés avec un gradient d'ouverture des siphons. Ceci n'est jamais le cas avec les éponges, ce qui ne veut pas dire que parce qu'il ne se passe rien, que ce n'est pas un tunicier. Ce qui est important également est la régularité des orifices observables s'il s'agit d'une acidie. En cas de doute, prenez le temps d'observer ce qui se passe. Parfois, il vaut franchement mieux avoir un binôme patient. J'ai compris qu'il y a une tunique, des siphons inhalants, exhalants, des muscles, des nerfs. Ok, mais comment ça fonctionne? Oui, Jean-Louis. Quelques espèces sont transparentes et nous permettent, à nous plongeurs, de voir la structure interne d'une partie importante pour les zoologistes que nous appelons le pharynx. Vous avez ici la structure interne d'une acidie solitaire type. L'organisation du pharynx est à la base de la classification des acidies, on verra un peu plus loin. C'est pour nous un merveilleux temps d'exploration car il existe une grande variété d'aspects de cet organe dont le rôle est double. D'abord traversé par le flux d'eau, il permet l'oxygénation de l'animal par le biais du sang circulant. Mais il permet aussi la capture par filtration des éléments contenus dans le flux d'eau. Ces petits éléments, que ce soit des débris, des bactéries, des algues microscopiques, sont agglutinés dans du mucus qui descend le long de l'endothélium jusqu'à l'entrée du tube digestif et de l'estomac. Il fonctionne comme un entonnoir entraînant par des cils ce tapis muqueux. L'endostyle est une structure parfois colorée, donc observable en plongée, comme un axe vertical décentré, vertical par rapport à l'animal. Le pharynx constituant un filtre fin, il est incapable d'absorber de grosses particules. Si l'une d'entre elles, trop volumineuse, se présente à la bouche, le système nerveux déclenche une contraction permettant le rejet de l'intrus. Vous pourrez alors observer parfois des tentacules à la partie basse du siphon buccal et ils participent activement à ce mécanisme. Oups, pas simple. On va essayer de faire un petit résumé. On va reprendre et puis on va rester sur cet exemple de l'acidie solitaire. Donc dans ce cas-là, un tunicier, c'est, on l'a vu, d'abord la tunique extérieure, cette espèce d'enveloppe un peu particulière de tunicine que vous voyez sur le schéma. Et puis un manteau, je n'ai pas encore parlé de ce manteau. Il sépare la tunique de tout le reste de l'animal. À l'intérieur, évidemment, la première chose que l'on va voir, c'est ce fameux pharynx, somme toute volumineux par rapport au reste, mais aussi tout un autre ensemble dont la position va dépendre de l'espèce et qui réunit bien évidemment un
système digestif, que vous pouvez suivre ici, un cœur, qui est en fait un simple tube, qu'on peut parfois observer à travers la transparence. D'ailleurs, il est relativement étonnant parce qu'il bat 20 à 30 fois dans un sens, puis 20 à 30 fois dans l'autre. Un système nerveux qui régule l'ouverture et la fermeture des siphons, mais aussi les contractions périodiques ou occasionnelles du thorax. Il réagit à différents stimuli, comme le contact avec les tentacules du siphon inhalant ou avec la lumière. Et enfin, un système de reproduction sexuée, dans ce cas-là, de type hermaphrodite. Vraiment, nous sommes devant un organisme sophistiqué, malgré les apparences. Et qu'est-ce qui peut nous aider à reconnaître les espèces trouvées? Laisse-moi compléter. Nous pouvons aisément comprendre que la reproduction sexuée ne donne naissance qu'à un individu à la fois, pouvant correspondre au schéma que nous venons de voir. Inversement, il existe pour les espèces coloniales un système de reproduction asexuée qui va nous permettre à nous, plongeuses ou plongeurs, de voir les tuniciers sous différentes formes, soit de multiples acidies, proches les unes des autres, comme autant d'individus séparés, que l'on appelle zooïdes, mais en fait reliés par un cordon, que l'on appelle stolon, le long duquel nous pouvons observer différents stades d'évolution, depuis la plus jeune et la plus petite acidie à l'acidie adulte, à l'exemple d'espèces comme les clavelines derrière moi. D'une colonie qui se présente également comme une masse percée de multiples orifices, cette fois-ci, tous de même taille, et de quelques gros orifices qui correspondent à la sortie commune du courant d'eau, issu des siphons exhalants de chaque zooïde. Tous ces orifices réagissent à la lumière ou au courant fort. Cette organisation visible des orifices et cette réaction physique nous permettent encore une fois de distinguer une éponge d'une colonie de tuniciers. Et c'est une organisation par exemple typique des didymnidés, des botriles par exemple ou d'autres. Entre ces deux possibilités, nous avons tous les intermédiaires possibles. Reprenons. Nous avons donc les individus de type acidie simple, mais issus d'un stolon commun, rampant, ou d'un pied commun par exemple. On parle d'acidie sociale. Les zooïdes, pris dans une tunique commune, avec un orifice d'entrée et un ou plusieurs orifices de sortie, l'exemple de l'acidie urne, mais aussi des organisations de type structuré linéaire, botril doré, ou parfois en étoile, botril étoilé. Allant de formes macroscopiques à des formes microscopiques, ou l'inverse, des formes microscopiques à des formes macroscopiques importantes, ce sont aussi le cas des dymnidés. On parle dans ces organisations-là de synacidie. Troisième élément, les zooïdes pris cette fois aussi dans une tunique commune, mais qui ont tous un siphon inhalant et exhalant ouvert vers l'extérieur. C'est le cas de quelques espèces de diazones. Enfin, nous pouvons observer des espèces où les zooïdes, avec leurs deux siphons, sont accolés les uns aux autres et fixés au substrat par leur face dorsale, comme dans le cas de certaines espèces d'acidie coloniale en mosaïque de type Eusynstiella. Alors, j'ai longtemps pensé que ces formes macroscopiques pouvaient aisément permettre l'identification ou le classement des animaux observés. C'est vrai pour quelques formes solitaires, comme nous l'avons vu précédemment, mais ça devient rapidement et tellement compliqué pour les autres. Pourtant, la classification devrait en fait être facilitée, non? Oui, alors, et non. La classification repose aujourd'hui d'abord sur la séparation, on l'avait dit tout au début, entre les formes fixées, les acidies, et les formes pélagiques, dont nous n'avons pas réellement encore parlé, les appeindiculaires et les thaliacées. Les appeindiculaires sont uniquement microscopiques qui forment des logètes, dont vous avez peut-être entendu parler, et les thaliacées qui sont représentés par les dolioles, en forme de petits tonneaux, les pyrosomes en colonies en doigts de gants, transportés par les courants, et les salpes. Alors ça nous intéresse tous ces groupes en tant que plongeurs et plongeuses parce qu'on peut les rencontrer. Les salpes sont ces grandes chaînettes que l'on peut observer en pleine eau au moment des paliers le plus souvent et qui justifient une petite photo.
Pour les acidies, elles sont classées en fonction de la structure interne du pharynx, le nombre de rangées, l'existence ou non de plis longitudinaux ou autres détails, mais aussi d'autres éléments non observables en plongée. Ainsi, on distinguera globalement 3 familles. Bon, les noms vous parlent peut-être peu, mais les applausobranches, les phlébobranches et les stolidobranches. Pour ceux que ça intéresse, nous pourrons vous fournir dans le cadre de votre formation un tableau récapitulatif des principales familles d'acidies et quelques petites astuces pour s'y retrouver. Vous noterez que la forme globale de la colonie ne constitue pas du tout un critère de classification. La couleur non plus d'ailleurs. Je ne connais pas de clé de détermination utile en plongée qui nous permettrait de mettre un nom sur nos photos. Je termine en précisant que toute cette classification est complétée et parfois remise en cause par la classification phylogénétique qui évolue en fonction de la recherche des scientifiques, et cela commence plus à ressembler à un vrai travail de spécialiste. Ce n'est pas notre propos ici. Alors, à propos de spécialistes, les scientifiques travaillent beaucoup sur ce groupe. Oui, non, mais bien sûr. D'abord, pour des raisons de passion, mais aussi parce que ça a d'autres implications. Par exemple, en recherche médicale, les scientifiques ont montré que beaucoup de ces animaux ont des propriétés chimiques particulières avec des substances qui se sont révélées, pour certaines d'entre elles, anticancéreuses. D'autres recherches ont permis de lutter contre les nuisances apportées par la prolifération rapide, par exemple sur les coques de bateaux avec le fouling, dans les tuyauteries, les filets de moules, le développement sur les coquilles d'huîtres, etc. Cette croissance rapide a conduit, par exemple, à rechercher des produits spécifiques anti-fouling efficaces. Mais pour cela, il fallait connaître l'ennemi. Alors, en parlant d'ennemis, quels sont ceux des Tunisiens? L'homme en apprécie parfois la valeur culinaire. Nous consommons quelques espèces sous le nom de violet. D'autres sont appréciées ailleurs dans le monde, Chili, Indonésie, Japon, où elles sont préparées, cette fois-ci, sous forme de soupe, et même parfois cultivées. Mais nous ne sommes pas les seuls à les consommer. Dans la rubrique « Qui mange quoi ?», les Tunisiens sont surtout la proie d'autres animaux que l'homme. Quelques espèces d'acidies ont été retrouvées dans les estomacs de tortues ou de poissons. En plongée, nous pouvons observer souvent la présence d'ophiures près des tuniciers. J'ignore la nature de cette relation, fortuite ou pas. Ce qui est sûr, certains mollusques, nudibranches ou platelmintes, s'en nourrissent préférentiellement, peut-être exclusivement pour certains. Je crois que nous avons encore quelques photos à partager avec vous.
terme de cette présentation, vous avez vu beaucoup de photos de tunisiers. Pour autant, vous avez probablement d'autres questions. Je vous fais donc une première proposition. Regardez bien la vidéo Tunisier 2 et essayez de répondre à la question posée. Utilisez l'arrêt sur image, barre d'espace et prêtez-vous au jeu. Et maintenant, je vous fais une seconde proposition. Si le copyright ne vous pose pas de problème, regardons et commentons vos propres photos de probables tunisiers. Ainsi, nous pourrons échanger en direct autour de vos clichés. À bientôt, sous la surface, ou devant vos photos, ou en formation. Salut!